Je confirme ce que beaucoup d'Algériens savent sans doute, à savoir que j'ai été le premier à avertir le peuple algérien sur les menaces qui pèsent sur son avenir, et ce, dès 2013. D'ailleurs, je vais vous faire un aveu. Ma candidature à l'élection présidentielle n'a été conçue que comme une tribune susceptible de me permettre de lancer cet avertissement et d'être certain qu'il soit entendu par le plus grand nombre. Mais pour que cet avertissement ne soit pas juste un avertissement, il fallait quand même proposer des solutions au peuple. Et c'est ainsi que j'ai élaboré un programme cohérent qui montre que oui, tout est possible, qu'on peut sauver le pays, mais à certaines conditions. Ces conditions sont résumées dans le programme et sont la charpente même de ce programme, qui a donc une cohérence interne très claire. Ce programme est élaboré en trois étages, si je puis dire. D'abord, les réformes politiques et institutionnelles, sans lesquelles on ne peut rien faire. En quoi consistent ces réformes politiques et institutionnelles? C'est d'abord la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, mais encore plus que ça, l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire faire en sorte que chaque pouvoir, que ce soit le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire, ces trois pouvoirs trouvent leur source, leur légitimité dans le suffrage universel. De manière très claire, cela signifie qu'il faut élire les juges et les procureurs, afin que les juges et les procureurs soient totalement indépendants du pouvoir exécutif. Naturellement, ce n'est pas le cas actuellement, puisque les juges et les procureurs sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire par le président de la République. Voilà, donc ce programme, une fois qu'il a été porté à la connaissance des Algériens au cours de cette campagne électorale, à ma grande surprise, mais pas tant que ça, parce que j'ai postulé, contrairement au pouvoir, que le peuple algérien est mature et intelligent. J'ai misé sur son intelligence, et la réponse a été immédiate. Les gens ont compris le message et ils ont adhéré en masse. À partir de là, et une fois évidemment que ma candidature une fois que j'ai été éliminé de la course, dans les conditions que vous savez, donc soi-disant je n'ai pas eu les 60 000 signatures de parrainage, eh bien je n'avais plus le droit de concourir, et ce, 3 semaines je crois avant l'élection présidentielle, en tout cas moins d'1 mois. À partir de là, il fallait se définir. Se définir, c'est contacter tous les candidats en lice et apporter mon soutien à celui qui accepterait d'appliquer mon programme s'il était élu. Le seul qui a été dans ce cas, c'était Ali Benflis. Je m'empresse d'ajouter que je ne lui ai rien demandé. La seule condition que je lui ai posée, c'est l'application de mon programme, et il a accepté, et c'est le seul. Mais il a accepté en assumant publiquement et par écrit l'engagement d'appliquer une dizaine de points principaux qui figurent sur mon programme, notamment, puisque je parlais tout à l'heure de soubassement, les réformes politiques et institutionnelles, il faut rajouter la réforme monétaire et fiscale qui est l'étage au-dessus, et ensuite les réformes sectorielles sans lesquelles, évidemment, on ne peut pas transformer durablement l'économie du pays. Mais qu'est-ce que c'est que cette réforme monétaire et financière dont on a beaucoup parlé? C'est tout simplement irriguer le tissu économique du pays en monnaie saine, en instaurant la convertibilité du dinar, donc en rendant le dinar attrayant, aussi bien pour les Algériens investisseurs ou pour les étrangers qui veulent investir dans notre pays, redonner la confiance des Algériens à travers leur monnaie en eux-mêmes et dans leurs institutions. Mais cette réforme monétaire ne peut pas réussir sans la nécessaire réforme fiscale qui doit l'accompagner et qui évite aux Algériens de fuir devant l'impôt, puisque c'est le problème aujourd'hui du marché d'échange parallèle. Les Algériens fuient l'impôt et donc alimentent le marché noir, le marché noir de la devise, enfin plutôt investissent, consomment dans le marché noir, mettent leur liquidité en dehors du circuit officiel, achètent de la devise sur le marché parallèle, au taux que vous savez, 50% plus cher, importent des marchandises en contrebande, corrompent la douane, la police, la justice et les impôts, autrement dit les 4 principaux corps constitués de l'État, ce qui engendre une corruption à très grande échelle et ce qui aboutit à détruire les fondements moraux de la société algérienne, parce que cette corruption généralisée devient un véritable cancer qui risque de métastaser et qui est en train de métastaser. À partir alors cette réforme monétaire et fiscale, évidemment, a d'autres conséquences ou pose d'autres conditions qu'il faut satisfaire, qu'il faut réaliser, notamment une amnistie fiscale, mais une amnistie fiscale qui ne se décrète pas dans n'importe quelles conditions. C'est-à-dire qu'on amnistie les fonds qui sont au noir, les gens qui ont fui, qui ont mis leur capitaux au noir, qui n'ont pas déclaré ou qui ont sous-déclaré une partie de leurs revenus, à la condition qu'ils mettent 30% de leur fortune dans un fonds de développement pendant une durée de 10 ans, sans intérêt.
Ces fonds, je les évalue à 1 000 milliards de dinars, et c'est ça qui permettrait de créer 1 million d'entreprises en 5 ans, autrement dit transformer les Algériens en entrepreneurs, créateurs de leurs propres emplois et des richesses nécessaires pour que l'Algérie puisse produire et exporter autre chose que les hydrocarbures. Ce programme, évidemment, est beaucoup plus complexe que ce que je viens de dire. Mais enfin, j'ai fait un pari sur l'intelligence des Algériens et ils ont compris. Et ils ont adhéré en masse. À partir de là et après l'élection, j'ai eu l'idée, plutôt que de garder que ces idées restent du domaine personnel, de les faire porter par un parti politique afin d'en assurer la pérennité. Ce parti politique, Nida Al-Watan, donc, a séduit aussi, donc j'ai commencé à le faire connaître. J'ai commencé à recenser des adhérents à travers tout le territoire et au sein de la diaspora. Mais malheureusement, l'administration a refusé d'accepter même que l'on dépose notre dossier. Nous sommes un cas particulier, mais on y reviendra. Donc, oui, j'ai été le premier à avertir de ce qui allait se passer, et malheureusement, toutes mes prévisions se réalisent les unes après les autres. La question, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Hélas, dire que nous sommes définitivement condamnés, je ne dirai pas jusque-là, il y a encore un mince espoir, mais cet espoir, il est évidemment conditionné par notre réactivité. Si nous nous laissons faire, si nous acceptons que les choses continuent comme elles sont depuis plus d'un demi-siècle, il est certain que dans quelques années, ainsi que je l'ai prévu, l'Algérie aura dissipé toutes ses ressources, tout son potentiel de développement. Quel est ce potentiel? C'est très simple. Entre 1999 et 2019, l'Algérie aura engrangé 1 000 milliards de dollars, dont il ne restera plus rien, puisque déjà plus de 800 milliards de dollars ont été jetés par la fenêtre. Les réserves de change sur lesquelles le régime compte aujourd'hui pour financer les déficits grandissants de la balance des paiements sont en train de fondre comme neige sous le soleil. De plus de 200 milliards au moment où je lançais mon avertissement, nous sommes aujourd'hui à peine à un peu plus que 120 milliards de dollars. Et ce montant de 120 milliards de dollars, compte tenu qu'il y a peu de chances que le prix du pétrole n'augmente ces 3 prochaines années, compte tenu que la consommation intérieure va continuer à réduire les volumes que nous exportons aujourd'hui en pétrole et en gaz, compte tenu que notre production n'augmentera pas, ou de très peu, il est à parier qu'en 2019, le déficit de la balance des paiements atteindra 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars au moment où l'Algérie n'aura plus de devises, plus de réserves, et où elle n'aura plus de dinars, où le fonds de régulation de recettes aura été également totalement dissipé. Que faire si nous ne faisons rien? Si nous ne faisons rien en 2019, ce sera le chaos économique et social. Et dans ces conditions, il est à parier que les forces centrifuges qui sont à l'œuvre depuis de nombreuses années dans notre pays ne se déchaînent pour faire éclater et faire disparaître l'État algérien tel que nous le connaissons depuis l'indépendance. Ce mince espoir existe, mais à une condition. Cette condition, c'est le départ de ce régime et le commencement, sans tarder, des nécessaires et coûteuses réformes qui permettront à l'Algérie de produire et d'exporter autre chose que des hydrocarbures. Parce que si nous attendons encore, à moins de 100 milliards de dollars de réserves de change, les choses deviendront problématiques. À zéro, nous ne pourrons plus personne ne pourra rien pour notre pays. J'ai parlé des devises, mais j'aurais pu parler aussi des dinars, parce que nous ne pourrons pas également payer les fonctionnaires, nous ne pourrons pas payer les enseignants, les infirmiers, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux. Nous ne pourrons pas payer les militaires, nos soldats, nos gendarmes, ceux qui assurent la sécurité du pays. Je vous dis, ce sera le chaos. Et évidemment, dans ces conditions, il y a une seule solution qui s'imposera, c'est la dévaluation massive du dinar qui permettra de retrouver des recettes en dinars, des recettes fiscales en dinars. Mais d'évaluer, pas de 10% ou de 30%, ce sera une dévaluation tellement massive dans un contexte de chômage extrêmement élevé, que les gens ne pourront plus se soigner, ne pourront plus mettre de l'essence dans leur voiture, ne pourront plus se chauffer. Ce sera dramatique. C'est ce que j'ai appelé le naja'a, le chaos, un chaos tel que malheureusement il ne restera plus rien à sauver. Il sera difficile de sauver les meubles.
La loi de finances pour 2016 n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas cette loi de finances qui constitue un danger pour le pays. Il faut le dire. C'est l'absence d'une stratégie et d'un plan de développement à moyen et long terme. Vous savez que la loi de finances n'est que la traduction annuelle de ce plan de développement, sur 4 ans ou 5 ans, mais qui lui-même s'inscrit dans un plan général de développement à plus long terme, sur 20 ans, comme le font la plupart des pays. Il s'ensuit que, en l'absence de ce plan, et dans un contexte de chute prononcée du prix du pétrole, la loi de finances n'est plus en mesure d'assurer les déséquilibres structurels de l'économie algérienne qui sont ainsi mis à nu. Donc on attend beaucoup aujourd'hui de cette loi de finances, des lois de finances. Mais il est illusoire de penser qu'une loi de finances, en l'absence d'un plan et d'une stratégie de développement, puisse corriger les effets de la baisse du prix du pétrole. C'est absolument illusoire. Et je dirais que non seulement nous n'avons pas un plan pluriannuel, mais nous n'avons même pas un plan annuel, puisque sitôt la loi de finances votée, on entre dans la loi de finances complémentaire, dans la préparation de la loi de finances complémentaire qui est généralement votée en juin. Autrement dit, nous naviguons à vue, partons de brouillard, et en l'absence de pilote, en l'absence de boussole. Et le navire, aujourd'hui, on peut comparer l'Algérie à un gros bateau qui navigue sans boussole, sans gouvernail, et qui n'est mu, qui n'avance que par la quantité de carburant qu'il y a dans ses soutes. Et au moment où disparaîtra ce carburant, le bateau s'arrêtera en pleine mer, et à la première tempête, il coulera. Voici mon opinion sur la loi de finances. D'ailleurs, on le voit très bien, la loi de finances pour 2016 comme la loi de finances pour 2015. Les mesures qu'elle contient sont des mesures tellement infimes, tellement minces qu'il a fallu recourir chaque année au fonds de régulation des recettes pour combler le déficit. Et le jour où il n'y aura plus de fonds de régulation de recettes, comment on va faire? Ce n'est pas une augmentation de 10% du prix des carburants qui va régler les choses. Ainsi que je l'ai dit, que je viens de le dire, il faudra des augmentations de prix tellement massives que le pouvoir d'achat des Algériens sera réduit à néant. Et il viendra par une dévaluation, par une très forte dévaluation. Autrement dit, tout ce que l'État a distribué comme pouvoir d'achat disparaîtra. On a acheté la paix sociale et nous aurons la contrepartie de cette politique d'achat de la paix sociale, c'est-à-dire, j'espère pas la guerre civile, mais en tout cas des troubles extrêmement graves. D'abord, la fuite en avant. Je pense que cet avant-projet d'amendement de la Constitution est une ruse du pouvoir qui, conscient de ses échecs, cherche une issue de sortie. Mais il ne trouve cette issue que dans la fuite en avant. La fuite en avant, c'est-à-dire ne pas voir les problèmes, ne pas les affronter, ne pas affronter les vrais problèmes, c'est-à-dire les réformes politiques qui conduiront à son propre départ, afin que le pays soit géré autrement. Donc une fuite en avant qui est due, qui tient compte aussi, le pouvoir tient compte de son impopularité grandissante. Il sait qu'il est impopulaire, et il sait qu'il est impopulaire parce qu'il a échoué. Ce n'est pas Ali Ben Wali qui dit que le pouvoir a échoué. À plusieurs reprises, où Yahya, ce sinistre personnage qui apparaît régulièrement et qu'on n'arrive pas à gommer de la scène politique. Depuis 1994, son nom est associé à tous les échecs de ce pays. Lui-même, en tant que Premier ministre, il a avoué que, je le cite, « nous avons échoué partout ». C'est absolument étrange qu'un Premier ministre qui avoue qu'il a échoué se glorifie de succès imaginaires, se flatte ce régime auquel il est associé et cherche, ainsi que le régime qu'il sert, à chaque fois à raconter des histoires au peuple algérien, par des pirouettes, par un artifice de choses absolument étranges, à convaincre le peuple algérien qu'il n'a pas échoué et qu'il faut lui renouveler sa confiance. Mais le but de cet avant-projet de constitution, bien sûr c'est de la fuite en avant, mais c'est aussi conforter le clan qui est au pouvoir en donnant l'illusion du changement. Le pouvoir donc cherche à donner le change, à donner l'impression au peuple qu'il apporte quelque chose de nouveau et qu'il y a des motifs d'espoir. Et évidemment, la question de Tamazirt
on peut se la poser. Il instrumentalise une question qui est absolument une revendication ancienne et légitime d'une partie de la population. Il a choisi ce moment pour officialiser Tamazirt, mais évidemment en mettant des conditions qui rendront son application extrêmement difficile. Alors il pense que la population amazigh de ce pays va soutenir ce projet de constitution. Il est même certain qu'il a donné quelque chose d'énorme à une partie de la population algérienne qui s'empressera de voter et d'applaudir à cet avant-projet de constitution. Moi, je les mets en garde et je leur dis, cette revendication légitime n'a pas besoin de passer par un torchon de constitution illégitime, émanant d'un pouvoir illégitime. Au contraire, ça desservira la cause. Il aurait fallu évidemment que l'on débatte démocratiquement de la Constitution à travers les représentants élus du peuple et que la question du Tamazirt, comme d'autres questions liées à la diversité, soit posée en tant que condition nécessaire pour créer une grande nation. L'Algérie est une nation diverse. Un des principaux articles de la Constitution doit être la reconnaissance de la diversité de notre pays. Quand on postule que la langue arabe est la langue de l'État ou que l'islam est la religion de l'État, ça ne rajoute rien. Ça ne rajoute rien, naturellement, au pays. Ce n'est pas parce que nous n'aurons pas inscrit que l'arabe est la langue nationale, est une langue, ou la langue, comme il dit, c'était la langue, maintenant c'est une des deux langues nationales officielles, que ça va changer quelque chose au statut de la langue arabe. Ce n'est pas parce qu'on écrit dans la Constitution que l'islam est la religion de l'État qu'on va apporter un plus à la religion musulmane dans notre pays. Si on ne l'inscrivait pas dans la Constitution, ça ne changerait rien. L'Algérie ne cesserait pas d'être musulmane. Par contre, la diversité de ce pays, sa diversité ethnique, sa diversité linguistique, la diversité des madhab, des rites islamiques. Nous avons des ibadites, nous avons des sunnites, et nous avons, paraît-il, de plus en plus de chiites. Ça, c'est la diversité. Une diversité qu'il faut reconnaître et assumer pleinement et sans complexe. Parce que nous ne pouvons créer une nation forte et puissante que si tous les Algériens se reconnaissent et s'aiment, s'apprécient dans leur diversité. C'est ainsi que nous deviendrons une nation forte et puissante. Et pour s'aimer, il faut non seulement reconnaître ces différences, mais avoir la possibilité d'apprendre la langue de l'autre, avoir la possibilité de réfléchir de manière non ostracisée au rite des autres, qu'un sunnite ne doit pas être effarouché par l'existence de l'ibadisme en Algérie. Il ne doit pas considérer que c'est de l'hérésie. Et l'inverse est vrai. La même chose pour le chiisme. Autrement dit, le jour où nous nous accepterons avec nos différences, l'Algérie s'emportera mieux et pourra s'affirmer comme une nation forte à même de réussir les grands défis qui se posent, à savoir les défis technologiques, les défis du développement, etc. Donc la diversité, c'est celui-là. C'est ça l'enjeu que pose la reconnaissance de la langue tamazight qui aujourd'hui est instrumentalisée par un pouvoir illégitime pour faire de la vente concomitante. C'est-à-dire que grâce à la reconnaissance de cette revendication, le pouvoir espère nous vendre tout le reste. Pardon, j'aimerais rajouter une chose au sujet des conséquences du passage en force de cet avant-projet de constitution ou de cette constitution. Le pouvoir cherchera à la faire passer en force. Ça ne lui sera pas très difficile, puisque le Parlement est aux ordres, il est totalement sous le contrôle du pouvoir. Il n'ira pas au référendum, mais quand bien même il irait au référendum, ça passera quand même dans les conditions actuelles. Et les conséquences, parce que ce ne sera pas sans conséquences. Cela signifie tout simplement que ce pouvoir affichera sa volonté d'aller jusqu'au bout du 4e mandat, c'est-à-dire 2019. Et je disais tout à l'heure, les conséquences pour notre pays du maintien de ce pouvoir jusqu'à l'horizon 2019. Mon opinion concernant Issa Abdelrahman, qui est un ami que je connais très très bien, je le connais depuis 25 ans, au moins 25 ans. Issa Abdelrahman, contrairement à aux patrons algériens, aux investisseurs, aux industriels algériens, Issa Abdelrahman est un capitaine d'industrie qui sait ce que investir veut dire, qui est un excellent gestionnaire. Cela, il faut le lui reconnaître. Ses relations avec le pouvoir, bien entendu, qu'il a bénéficié de soutien dans différents milieux politiques, bien entendu qu'il a pu certainement bénéficier de soutien. Mais faut-il pour cela
brûler le meilleur d'entre nous, le meilleur de nos investisseurs? Qui gagnerait l'Algérie? À qui ça profiterait? Je rappelle qu'il emploie des dizaines de milliers d'Algériens dans ces entreprises. Et que si on le laissait faire, il investirait encore davantage et il créerait davantage d'emplois. Donc, la cabale qui est montée contre Issa Rabrab, elle est de nature politique. Autrement dit, le régime ne peut pas accepter qu'un grand homme d'affaires fortuné puisse échapper à son cercle, au clan du pouvoir. Parce qu'il mise certainement beaucoup, pour les prochaines élections, sur l'argent sale et sur l'argent de ses clients, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui aujourd'hui se nourrissent du pouvoir de manière éhontée, sans aucun talent. Je ne veux pas citer de nom, mais les Algériens qui m'écoutent comprendront de qui il s'agit. Donc l'existence d'un homme d'affaires puissant en dehors de leur cercle est une menace pour leurs ambitions futures. Ils veulent être seuls à pouvoir financer, avec leur argent sale ou leur argent mal acquis, sans compter l'argent de l'administration, ils voudront être les seuls à disposer des moyens pour faire passer leurs futurs candidats parce que les prochaines élections se joueront sur l'argent. Voilà ma réponse pour ce qui concerne le cas de mon ami Issa Rabrab. Les attaques de Yahya et les allusions dirigées contre ma modeste personne ne sont pas nouvelles, elles sont anciennes. Je rappelle que c'est la troisième attaque du genre depuis 1994 et la seconde depuis celle de janvier 2006, donc il y a tout juste 10 ans, où ce sinistre personnage s'en est pris à ma personne alors qu'il n'y avait aucun enjeu électoral. Il s'en est pris à ma personne dans un contexte absolument étrange. Je venais de publier dans Al-Watan, du 24 et 25 décembre 2005, une étude en 10 chapitres de niveau académique destinée aux étudiants, aux chercheurs, aux cadres, où je développais l'idée originale de la convertibilité totale du dinar. Je me faisais donc un peu le défenseur de cette idée, mais en expliquant en 10 chapitres quels bienfaits nous pouvons retirer à la fois de la convertibilité du dinar, mais également du flottement du dinar, c'est-à-dire de la fixation du prix du dinar par le marché. C'était réellement une étude fouillée. Je suis fier d'avoir produit cette étude. Et j'attendais d'ailleurs, c'était le but, j'attendais que des réactions des milieux universitaires, académiques, des cadres, etc. Et j'étais prêt, n'est-ce pas? J'étais prêt à me lancer dans ce débat qui pouvait déboucher sur des décisions importantes en la matière. La création d'un marché monétaire digne de ce nom, des marchés d'échange à terme, une amorce de convertibilité du dinar. Bref, toutes choses qui ont fait que des pays comme la Turquie, comme la Corée du Sud, comme Israël, ont pu se développer. Et peut-être que ce qui a déplu à M. Yahya à l'époque, puisqu'il avait réagi négativement à cet article, c'est que j'avais conclu mon étude en disant, de manière non paradoxale, pas de manière paradoxale, on a pu observer que tous les pays qui restreignaient la liberté de change restreignaient également la liberté des individus. Et en conclusion générale à cette étude, j'avais établi un lien, un rapport entre la liberté de l'homme et la liberté de la monnaie. En disant, en paraphrasant mon maître Jacques Rueff, un des auteurs de la politique de la réforme monétaire française de 1960, aujourd'hui, plus que par le passé, le sort de l'homme se joue sur la monnaie. Autrement dit, libérer la monnaie, c'est également libérer l'homme. Libérer le dinar, c'est libérer les Algériens de toutes les entraves administratives à la liberté d'investir, à l'acte d'investir, l'acte de produire, l'acte d'échanger, l'acte d'exporter, etc. Et j'avais aussi rajouté que que les pays qui ont restreint la liberté de change l'ont payé au prix d'une inflation très importante. Et on a remarqué que ces pays-là ont été surtout des pays totalitaires. L'Allemagne d'après la République de Weimar, jusqu'à la fin de la guerre mondiale, le Japon impérial, l'Italie fasciste, la France qui a été vichiste aussi un temps. Et tous ces pays ont développé généralement beaucoup d'inflation parce qu'ils ont financé leur politique totalitaire par la planche à billets, ce qui s'est traduit par beaucoup d'inflation et donc par des dévaluations à répétition qui ont fait que la monnaie, au bout d'un moment, ne valait plus rien et que les gens n'étaient plus libres d'investir, d'échanger, de produire, etc.
Et j'avais fini, peut-être c'était ça, peut-être c'est ça qui avait titillé un peu la fibre, l'orgueil ou la fibre faussement nationaliste de M. Yahya, c'est que je disais, à y regarder de près, notre dinar ne possède-t-il pas les mêmes symptômes? Eh oui, eh oui. Regardez le dinar tunisien, le dinar marocain, on était parti à la parité 1 franc pour un dinar, pour un dirham, pour un dinar tunisien. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Malgré que nous sommes infiniment plus riches que la Tunisie et le Maroc, il y a un décalage extrêmement important dans la valeur respective des monnaies des 3 pays du Maghreb. Et la réaction de M. Yahya a été d'une violence inouïe, et c'était en direct à la télévision, où s'en était pris à ma personne, reprenant les mêmes critiques que celles qu'il a proférées il y a 2 jours pour la présentation de mon projet de constitution, à savoir que je faisais de la politique en Suisse, rajoutant dans un parti d'extrême droite, ce qui n'était pas vrai, rajoutant que je me serais mis au service d'on ne sait quelle mafia pour siphonner les réserves de change, évidemment des attaques basses, d'une bassesse indigne durant que ce monsieur occupait. Il a interdit que l'on débatte avec moi sur cette question. Il a interdit tout simplement aux cadres, aux patrons d'entreprise, etc., de débattre. Il n'y a pas eu de débat, il y a eu une petite polémique entre lui et moi, que j'avais d'ailleurs fini par clore très vite en disant « le temps me donnera raison ». Le temps me donnera raison. Et hélas, j'aimerais avoir moins raison que d'habitude. Et 10 ans après, nouveau contexte, élection présidentielle. Bon, on m'a fait suivre ce que j'ai suivi. Projet de constitution. Dans la crainte que je ne me représente, sans doute, cet homme ressort les mêmes arguments qu'il y a 10 ans. Le fait que j'ai fait de la politique en Suisse, etc., etc. La question que chaque Algérien est en droit de se poser, et qui m'est posée par beaucoup de chaînes de télévision, des journaux, etc. Pourquoi cet homme, et derrière cet homme, le pouvoir s'en prend-il à ma modeste personne? Ce n'est certainement pas la nationalité algérienne, suisse, puisque j'y ai renoncé en 2014. Et bien que j'y ai renoncé, j'ai été exclu. Donc ce n'est pas cela. C'est peut-être le fait que j'ai annoncé que je serai de nouveau candidat lors de la prochaine élection présidentielle, que je renoncerai de nouveau à ma nationalité suisse et que si j'étais éliminé dans les mêmes conditions qu'en 2014, les autorités suisses probablement me restitueraient mon passeport suisse parce que ce sont des gens extrêmement sages. Ils savent très bien que pour me conformer à la loi, je renonce à ma nationalité suisse, ils décident d'attendre 1 mois, 2 mois, que l'élection survienne et ils voient. Si je suis élu président, eh bien, ils me retirent la nationalité. Si je suis éliminé dans des conditions douteuses, ils me la redonnent. J'avais dit ça. Et alors, probablement, ça a déclenché chez eux une certaine panique en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de se présenter au cours de la prochaine élection présidentielle. Ça peut être cette année, l'année prochaine. Eh bien, ils ont inventé cette règle des 10 ans, qu'il faut avoir résidé pendant 10 années consécutives, mais exclusives en Algérie, avant l'élection présidentielle. Comme s'ils m'avaient entendu, donc ils me barrent, ils trouvent un autre moyen de me barrer le chemin. Reste quand même la question, pourquoi cet homme s'en prend à moi depuis si longtemps? J'ai cherché, je crois avoir trouvé. J'ai la faiblesse de penser, mais il m'ouvre ce droit. Tant pis pour lui, tant pis pour lui. Puisque ce monsieur, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, on ne s'est jamais serré la main, on n'a jamais travaillé ensemble et je n'ai jamais pensé de mal de lui. Donc il m'oblige, il m'ouvre le droit de penser qu'il s'est mis au service du seul ennemi que j'ai depuis 25 ans. Et mon ennemi, c'est la mafia. C'est la mafia des affaires que j'ai attaquée, une mafia au plus haut niveau de l'État que j'ai attaquée quand j'étais au gouvernement, qui ne me l'a jamais pardonné, qui n'a jamais arrêté de me menacer, des menaces de mort, aussi bien quand j'étais au gouvernement qu'après mon départ du gouvernement, dans les années 90, dans les années 2000, et même pendant la campagne électorale de 2014, puisque ma conseillère en communication, Marie-France Fourgeot, de Fourgeot Communication, a été menacée de mort. La police française a enquêté, a arrêté l'auteur de ces menaces. C'est un Algérien. Et quand je dis la police française, ça s'est remonté jusqu'à la DST. J'ai demandé à savoir qui. Madame Marie-France Fourgeot m'a dit évidemment qu'elle était liée par le secret de l'instruction et qu'elle ne pouvait me révéler le nom de cette personne que si j'allais voir le capitaine Mougin, qui s'occupe du dossier. J'étais en pleine campagne électorale et je ne me voyais franchement pas dans des bureaux de la DST pour demander qui était cet Algérien qui menaçait, qui disait à Madame Marie-France Fourgeot « Levez le pied sur la communication de M. Benoîri, sinon vous le payerez très cher. Et nous savons où vous habitez. » Et il donne son adresse, etc.
J'ai appris quand même, par Madame Fourgeot, que les Algériens qui sont derrière sont des rivaux en politique. Un rival politique. On peut, évidemment, on peut imaginer, mais enfin, je me suis demandé qui était assez puissant et qui pouvait me craindre à ce point, au point de menacer de mort ma conseillère en communication. Évidemment, il ne faut pas aller chercher bien loin, ça ne peut être que le candidat du pouvoir. Néanmoins, j'ai fermé ce dossier, comme j'ai fermé la plupart des dossiers où ma sécurité était en jeu. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'étant donné que je n'ai qu'un seul ennemi, cette mafia, qui continue à me poursuivre avec des menaces extrêmement graves, j'ai pensé que j'ai fait là le lien avec M. Ouyahia. C'est-à-dire que sa vindicte ne peut s'expliquer que par ça. Il se serait mis pour moi au service d'une mafia qui ne me lâche pas et qui est terrorisée à l'idée que Ali Ben Walid puisse un jour accéder à la magistrature suprême. Je pèse mes mots. Je suis responsable, je l'affirme en toute responsabilité, par ces attaques répétées et graves. Cet homme m'a ouvert le droit de faire cette relation entre la mafia qui me menace et ses sorties et ses attaques répétées. Voilà, j'en finis avec ce sinistre personnage dont je m'empresse d'ajouter par ailleurs qu'il est, je le tiens pour l'un des 2 ou 3 principaux responsables du désastre que vit notre pays, sur tous les plans. Cet homme est l'incarnation du diable. Cet homme a servi tous les maîtres. Cet homme ne recule devant rien. C'est l'homme des sales besognes. C'est l'homme qui a emprisonné des milliers de cadres innocents. C'est l'homme qui a fait des ponctions sur salaire sans pitié, alors que les salaires étaient à un niveau ridiculement bas. Au lieu de s'en prendre aux grosses fortunes, cet homme s'en est pris aux salariés. Ils ont été ses premières victimes. Après avoir servi Zerouel, il a servi Bouteflika, il a servi probablement d'autres maîtres cachés. Il n'a pas de principe, il n'a pas d'état d'âme. Et c'est un teigneux, et c'est un homme dangereux. Donc je le tiens pour un des responsables du désastre de notre pays. L'Algérie ira là où le peuple algérien voudra qu'elle aille. Ça a l'air candide, ce que je dis, mais je ne crois pas que le peuple algérien se laissera faire plus longtemps. Le peuple algérien est patient, le peuple algérien est soumis, le peuple algérien n'est pas frondeur, mais je crois qu'il commence à comprendre que le pays est réellement en danger. Et je crois qu'il ne se laissera pas faire. Et il y a pour cela quand même des données nouvelles qui précipitent la prise de conscience du peuple. C'est les réseaux sociaux. C'est une liberté de ton retrouvée des Algériens. Les Algériens n'ont plus peur. Ils sont devenus plus critiques. Ils sont devenus plus matures. Ils sont devenus plus instruits. Et puis ils savent regarder et voir ce qui se passe à l'étranger. Ils savent interpréter les chiffres. Ils savent écouter la voix de l'opposition. Ils écoutent. Ils se forgent une opinion et aujourd'hui, le peuple est en train de basculer, de se forger définitivement une opinion, à savoir que ce pouvoir est un pouvoir finissant. C'est la fin d'une génération, j'allais dire de 2 générations ou 3 générations, celle qui a été à l'origine ou qui a participé ou qui n'a pas participé, enfin qui est contemporain de la guerre de libération, qui, plutôt que de servir son pays à l'indépendance, a préféré se servir en asservissant le peuple et en fermant le chemin, en coupant la route à tous les Algériens épris de liberté et de démocratie, à tous les cadres qui avaient des compétences, qui ont été chassés. Je rappelle qu'1 million d'Algériens a pris le chemin de l'exil depuis l'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir et qu'il y a près de 7 millions d'Algériens qui vivent à l'étranger, soit à peu près 20% de la population algérienne. Mais grâce aux réseaux sociaux, il y a une communion maintenant entre les Algériens qui vivent à l'étranger et les Algériens qui vivent en Algérie. Et tous commencent à comprendre que la fin des problèmes de l'Algérie, des tourments du peuple algérien, coïncidera nécessairement avec la fin
de ses oppresseurs. Donc je garde quand même l'espoir. Donc je ne dis pas, j'avertis en disant que si nous allons à 2019, nous risquons la fin de l'État algérien tel que nous connaissons dans ses frontières actuelles. Le seul fait d'éclairer les gens sur ces dangers, j'espère, permettra aux gens de réagir et de réagir dans le sens qu'il faut, c'est-à-dire mettre un terme à l'aventurisme, mettre un terme à la dictature, mettre un terme à ceux qui exploitent sans vergogne ce pays depuis l'indépendance.